Bonjour Evelyne, bonjour Françoise, merci d'être avec nous cet après-midi au Théâtre de l'Opprimé. Evelyne Demey, vous êtes fondatrice et éditrice aux éditions du Palais. Vous venez aujourd'hui présenter le livre Les deux font le père, publié aujourd'hui, accompagné de Françoise Dath-Boyer, autrice de ce même livre. Je laisse la parole à Louis Frati pour cette séance de questions. Pourquoi à moi? Je pense que la parole, Séverine est d'accord, la parole c'est à Françoise. C'est elle qui va bien nous raconter le monde qui n'est pas visible dans ce livre, parce que le livre, on le prend, on le lit, c'est très intéressant, c'est beau, mais on découvre qu'il y a les pères, les deux pères, et puis il y a les pères, PAIR, de ces deux pères-là. Elle va nous raconter d'autres choses qui ne sont pas contenues dans le livre, peut-être. Et qui sont irracontables. Peut-être, voilà. Donc nous allons l'exploiter pour essayer de sortir. Nous allons tirer le filon. Alors on oublie de dire que Louis Frati était le directeur du Théâtre de l'Opprimé, donc il nous accueille gentiment, et je le remercie infiniment, ainsi que Alain Ramirez et toute l'équipe du théâtre. Voilà. Eh bien écoutez, les deux font le père, effectivement, le titre est assez explicite. C'est effectivement l'histoire, un récit sur deux hommes qui m'ont permis d'être la femme que je suis devenue. Père, PAIR, oui. De ces deux pères-là. Voilà, et puis il y a les jours pairs et les jours impairs aussi avec eux, donc tout ça est bien compliqué, mais c'est vrai que c'est finalement toute une histoire. Et puis il y a un petit bémol à ajouter, parce que tu parles de récit, mais ça n'est pas qu'un récit, c'est aussi un roman. C'est un récit, mais c'est un roman. C'est important. Oui. Ce qui est important, c'est qu'il y a tout ce que, comment te dire, dans le roman qui est une fiction, il a fallu que j'invente quand même la vie de mon père pendant la captivité, parce que c'est un roman sur le silence de mon père. Donc comment inventer ce qui s'est passé et comment redonner aussi par l'écriture, parce que la parole c'est plus facile, je trouve, quand on parle de quelqu'un, tandis que comment redonner une dignité à un figurant de la défaite, c'est-à-dire à ces prisonniers de guerre qui sont revenus un peu penauds. Et je pense que seule l'écriture permet de restituer cette complexité de ces hommes et aussi leur souffrance. Et je crois que ce roman, et je l'ai souvent dit à Evelyne, moi qui suis une grande bavarde, c'est un roman sur le silence des pères. Parce que d'un côté, il y a mon père biologique avec ce côté prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, et l'autre père aussi, qui a été dans la résistance, lui, et qui a fait sa résistance à lui, dans le silence des livres et des libelles qu'ils échangeaient sur le Pont Neuf, et Vercors l'a raconté déjà, donc nous savons qu'il y a eu des moments de silence entre ces résistants. J'ai la sensation, Françoise, que tu es en train de nous mettre le corps du roman, du récit en place, et que c'est très bien, mais qu'il y a tout un tas d'autres choses qui tu touches, qui amènent plutôt même à philosopher un petit peu sur la vie, qui n'apparaît pas les biens de ces deux pères, de tes pères, qui m'intéressent beaucoup, qui m'ont énormément touché, donc une notion large de l'amour, de ce que c'est cette notion d'amour, qui est bien loin, qui tout en étant d'une liberté extrême, est bien loin de choses qu'on puisse nommer polyamour ou amour libre, de choses du genre. Quand on met des adjectifs à un nom, à une sensation comme l'amour, ça le réduit. Donc ça ne m'intéresse pas. Mais cette notion large qui fait que, effectivement, l'amour, par tes mots, est quelque chose d'immense, qui peut être exploité de façon différente
selon la personne, selon la situation, qui parfois est tout simple à comprendre, une rencontre, une notion de plaisir, etc. Parfois, c'est plus large, c'est l'imagination de ses pères, etc. Et d'autres, voilà. Donc, toujours cette notion d'amour très large qui je trouve très beau. C'est le romancier de l'amour, on pourrait dire, Françoise. Oui, c'est vrai que, en tout cas dans ce roman, j'ai eu l'impression que l'amour était plus fort que la mort et que c'était une transmission importante sur le regard qu'on peut porter sur les êtres, qui est un regard finalement bien plus, j'allais dire, bien plus élargi. Tu as raison. C'est-à-dire on aime les gens dans une totalité et dans tout ce qu'ils vous apportent. Et dans des situations différentes, oui. Et avec des exploitations de la notion d'amour qui est très ample, qui est très large, qui n'est pas restreinte à une personne, à une situation, à un moment. Il y a une notion d'amour qui est présente. Oui, c'est pour ça que je vous disais, c'est la romancière de l'amour. C'est quelqu'un qui est capable de parler de l'amour dans toutes ses facettes les plus multiples. Et je trouve ça assez rare, parce que généralement, les gens font un roman d'amour, bon, c'est uniforme, c'est linéaire, mais là, c'est multiface, multifacette. Et je trouve que c'est une des grandes qualités rares de Françoise. Alors, si Françoise me permet, je vous pose une question. Oui. Pourquoi Françoise? À cause de l'amour? Pourquoi Françoise? Pourquoi éditer Françoise? Alors ça, c'est une longue histoire. D'abord, je la connais depuis 20 ans. J'ai publié il y a 20 ans un livre qui s'appelle « L'origine du monde est à la Roche-Guyon ». Tu crois qu'il y a 20 ans? Ah oui, il y a une vingtaine, 15 ans. Peut-être 15 ans. Voilà, et donc j'ai connu Françoise comme ça, c'était un très très beau livre d'ailleurs. J'ai lu ses livres, du coup, puisque quand on rencontre quelqu'un, j'ai lu ses livres que j'ai trouvés particulièrement poétiques, spirituels. Voilà, j'ai beaucoup aimé ses livres, que ce soit Le bestiaire amoureux, L'astrologie des arbres, les escargots, que font les escargots? Ils ne mangent pas toutes nos lettres. Oui, les escargots n'ont pas mangé toutes nos lettres. Ils n'ont pas mangé toutes les lettres. J'ai trouvé qu'elle écrivait très très bien. Et quand elle m'a parlé de ce manuscrit, je l'ai lu. Et j'ai été très impressionnée, au-delà de l'écriture, que j'aime beaucoup, de son écriture, évidemment, par cette multiplicité d'histoires. En fait, il y a plusieurs thématiques dans ce livre qui s'entremêlent et qui sont très belles. La première, c'est évidemment la quête du père, le père biologique, voilà, qu'elle a connu, mais mal connu, et qu'elle découvre au hasard d'un journal, trouver ce qui me rapproche de ma propre histoire. D'ailleurs, elle ne le sait pas parce que j'y ai pensé. Dans l'autobus en arrivant, en fait, j'ai trouvé, comme elle, des carnets de captivité de mon père pendant la guerre, elle aussi. Et donc, voilà, ça c'était la petite histoire. Et à partir de là, elle découvre son père, qui était pour elle, comme elle le dit, assez justement d'ailleurs, comme un figurant de la défaite, tous ces hommes qui ont été emprisonnés pendant 5 ans pendant la guerre. Et en fait, elle voit qu'au-delà, par-delà les silences, par-delà les non-dits, il y a un autre homme, et il y a quelqu'un qu'elle découvre, et je trouve ça extrêmement émouvant. Et puis il y a aussi, bien entendu, l'histoire de ce grand amour, de ce poète, qui avait 40 ans de plus qu'elle. C'est une très belle histoire, et qu'elle accompagne dans la fin de sa vie. Et puis, au-delà de ça, il y a les deux histoires qui s'entremêlent, celle du père biologique et celle du père spirituel, et le père spirituel l'accompagnant dans cette découverte du père biologique, ce qui est particulièrement émouvant, d'autant plus émouvant que le père spirituel est en train de mourir, et qu'elle découvre ces carnets de son père mort. Enfin, il y a un enchevêtrement d'histoires, comme un entrelac d'histoires magnifiques, et qui fait qu'à la fin, eh bien, tous les puzzles de sa vie se retrouvent reconstitués. Ce que vous dites, il y a une chose que je trouve fantastique, c'est que, je ne suis pas la plante, mais c'est les pères biologiques qui l'a fait peut-être chercher d'autres pères. Bien sûr, c'est vrai, tout à fait. Et retrouver le vrai père, voilà. Parce que finalement, grâce au père biologique, oui, voilà. C'est... Vous êtes merveilleux,
Moi, je trouve que vous analysez mon livre mieux que quiconque. Je n'ai plus rien à dire. Si ce n'est, lisez-le. Si, tu as plein de choses à me dire. Tu as un autre mérite pour moi, mais ça c'est très personnel, que tu transfères beaucoup. Tu n'es pas du tout à Saint-Germain-des-Prés, tu es de l'autre côté de Luxembourg. Tu es plutôt du côté Raspail, Closerie des Lilas. Montagne Sainte-Geneviève, même, je dirais presque. Côté chrétien. Moi, pendant 30 ans, j'ai vécu dans ces coins-là et que j'aime beaucoup. C'est bien qu'aujourd'hui, ça fait plus partie de ma vie. Mais c'est là, tu nous fais penser à ça plutôt qu'au côté Saint-Germain-des-Prés. Elle prend ses distances avec Saint-Germain-des-Prés, qu'elle connaît bien. Oui, Elle connaît bien, mais elle prend ses distances. Elle laisse passer. Avec cet air spirituel qui est le sien. Ah, absolument. Et c'est touchant de te retrouver entre la Pologne et la Closerie des Lilas, au théâtre d'Opprimé, toutes ces aventures qui sont un peu ta vie et qui nous font penser à tant de choses que tu veux encore nous raconter, non? Oui, je crois que j'ai beaucoup encore de choses à écrire et à dire. Oui. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accueilli ici. Je suis heureuse qu'Evelyne ait pu être parmi nous. Moi aussi. Quand on a commencé à parler de ça, excusez-moi Evelyne, je vais vous couper là. J'avais aussi une curiosité par rapport à d'autres générations et discutant avec Laurent, qui est bien d'une autre génération, sur ton livre, il a ressorti la mer. C'est bien ça, non, Laurent? La mer. Effectivement, c'est un livre sur 2 hommes et il y a une absence flagrante de féminité, de femme dans ce livre. Et justement, pourquoi le choix de parler de ces hommes-là? Et est-ce que cette mère était absente de votre vie ou est-ce que... Non, elle apparaît un peu dans les livres. C'est une bonne question. Elle est mentionnée plusieurs fois, mais pourquoi ce choix-là? Elle est mentionnée, oui, elle est mentionnée comme dans le rôle des religions. C'est vrai que c'était la mère protestante et le père catholique, et que je vivais un peu la Saint-Barthélemy à la maison très souvent. Et leur rencontre aussi est évoquée. Oui, mais c'est vrai que c'est un livre qui tourne autour de l'image paternelle quand même. Voilà. C'est un côté un peu, pas Lacan, mais un peu psychanalytique. Voilà. Mais je pense que c'est un prochain livre, en tout cas, sur la mère. C'est ce que pense d'ailleurs Evelyne. C'est ce que je pense très profondément. Qui est la prochaine aventure? Oui, c'est la prochaine aventure. Forcément, quand on a fait le père, il faut faire la mère. Et en passant... Après le Saint-Esprit. Au lieu de mer polonaise, etc., on peut penser aussi à mer Méditerranée, parce qu'il doit y avoir beaucoup d'histoires de Françoise autour de la mer Méditerranée, non? Tu ne peux pas t'imaginer. En parlant de mer et mer. Exactement. Les aventures d'Ulysse n'ont pas de secret pour moi. Bon, donc... Alors ça, c'est le prochain livre. Peut-être une aventure qui puisse aller au-delà d'un livre. On verra. En tout cas, c'est une aventure d'être ici. Tout à fait. Mais je sens une certaine frénésie chez Françoise d'arriver à la fin de ses parcours avec nous. Mais on aurait peut-être d'autres choses à pointer un petit peu. C'est intéressant parce que je pense que la présence de la mort, qui est évidente dans toute l'écriture, mais elle est quelque chose qui existe pour parler des vies. Et moi, j'aime beaucoup quand on parlait par exemple de mémoire. Si les mémoires sont pour construire quelque chose d'avenir, c'est très intéressant, sinon c'est mort. Alors là, c'est un peu la même chose. On parle de mort, mais pour parler des vies, de vivre, de ces moments qui sont parfois tragiques, difficiles, durs, la souffrance, etc. Ils existent en fonction des livres, non? J'ai la sensation. Oui, absolument. Ce que j'aime bien d'ailleurs dans son livre, et d'autant plus aujourd'hui, c'est qu'on remet la mort au milieu de la vie. Ouais. Parce qu'on n'a pas le sentiment aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a tellement peur du virus.
c'est qu'on ne connaît plus la mort. Or, Françoise la met au cœur de son récit. La mort fait effectivement partie de la vie. Et ça m'a frappé. C'était intéressant de savoir qu'il sort justement en 2021, en février 2021. Je regarderai, parce que ça, c'est peut-être la chose qui m'est plus évidente, c'est la relation d'amour aussi intergénérationnelle, disons. Donc, comment on peut vivre ça avec l'intensité avec laquelle tu la vis, mais sans la préoccupation de faire de ça un mythe non plus. C'est une grande relation d'amour, et puis il y a d'autres, pendant, après, avant et tout ça, et qui ne subissent pas la présence de cet amour énorme et différent, qui au contraire, j'ai la sensation que cette relation entre ces deux êtres qui sont si distants au niveau des naissances fait apparaître une vivacité énorme dans tes relations avec le monde, avec tout. Le monde, j'ai dit les autres hommes, mais le monde même. C'est vivifiant, je ne sais pas. C'est tonique. C'est tonique, c'est un... Non, je crois que ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que dans ce roman, il est question aussi d'amour, et dans l'amour de la transmission. C'est-à-dire ce que t'apporte quand même un être. Par exemple, les promenades dans les bois que je raconte avec mon père pour découvrir les premiers cèpes, c'est une transmission d'amour. Je crois qu'il y a des scènes dans ce roman qui montrent que chacun à sa façon t'apporte quelque chose, te donne, et tu reçois et tu échanges. C'est vraiment, sans parler de Claudel et de l'échange, il y a quelque chose de cet ordre, un peu chrétien quelquefois, dans l'échange. Oui, et c'est intéressant d'ailleurs parce que les deux hommes échangent avec elle de manière très différente, mais ils lui apportent énormément dans l'échange. Françoise, tu as eu peur pendant cette long parcours que vous avez vécu? Tu as eu des moments de peur? Ah oui, bien sûr. De perdre d'autres choses entre-temps, la présence de cet amour t'empêchait d'autres choses? Non, elle ne t'empêchait pas du tout. Non, pas du tout. Mais tu avais peur que quelque chose t'échappe, et le regard du monde, tout un tas de choses qui sont plus banales. Le regard du monde, c'est stupide. Je n'aurais pas dû dire ça parce que à la limite, on s'en fout du regard du monde. Oui. C'est pas ça. Je pense qu'on a appris, et il y a des gens qui ont appris à faire de ça quelque chose de positif plutôt que subir le regard du monde. Mais enfin, tu as eu peur? J'ai toujours un peu peur dans la vie, mais je transgresse ma peur parce que je pense que c'est bien d'avancer, d'arriver vers quelque chose de nouveau, parce que c'est Baudelaire qui l'a dit, plonger au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Je pense que quand on plonge vraiment dans l'inconnu, il se passe des choses incroyables. Et la vie t'a donné raison. Et la vie donne raison. La transgression d'un père, c'est génial. Je suis entièrement solidaire de ce sentiment. Même ça me fait un certain plaisir de temps en temps d'avoir peur et de vivre ça et de dire bon, tant pis. Tu penses à ton père vénitien? Grand-père. Grand-père vénitien. Mon père, dans la Guérilla, c'était une autre type de peur peut-être. Mais les Vénitiens, c'était effectivement... Non, mais je pense à moi-même. En effet, c'est mes pères à moi et que j'ai dit, bon, tant pis, on y va. Si je me laisse paralyser par la peur, comment? C'est la construction de soi-même. Non, je pense, dans les cas Françoise, en lisant son livre, moi, je me demandais, est-ce qu'il y avait une incision de la société sur elle dans les faits de vivre cette transgression, c'est ce qu'était une transgression, cette histoire d'amour. Cet amour avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Ah, là, absolument. Il y avait forcément de la transgression et forcément un regard de la société, parce que même si elle a évolué, la société reste corsetée malgré tout. Et même surtout à l'époque, on parle d'il y a 20 ans. Oui, même si c'est circonscrit à un milieu où les gens ont une vision plus ouverte du monde. Voilà, mais néanmoins, bien sûr, il y a une transgression. Je pense que Françoise le confirme. Je confirme. Bon. Mais elle transgresse, voilà. Je crois qu'on a assez dit. Hein. Mais ça ne te faisait pas peur, les fantastiques, ça ne te faisait pas peur d'être vu
Non, Et pas du tout. et d'entendre des commentaires comme du ah, tu vas t'asseoir à table d'un tel, d'une autre personne, etc. Du veillard, comme tu dis dans les livres. Parfois, ça doit provoquer parfois de réactions que. Curieuse. Oui, mais je m'en moquais pas mal. Voilà ce que j'allais dire. Bien sûr. Cette envie de dire qu'est-ce que tu es bête, non? Non, l'essentiel était ailleurs. Ouais. Voilà. Le petit prince. Oh, des grands princes. Ou les grands princes. Françoise, Jean, Laurent, Alain, tout ce qui collabore pour que ces moments puissent avoir lieu. Et c'est ça qui nous fait vivre, Evelyne. Quand les têtes sont fermées, mais nous les faisons vivre par des rencontres, par de mélanges, en mettant de très jeunes avec de moins jeunes, avec cette volonté énorme de dire, et même si ce n'est pas visible comme on aimerait, nous sommes en train de vivre. Et vous nous faites vivre. C'est pour ça que l'État de Brunet, toute son équipe, a une envie très grande de vous dire merci. Et nous vivons ensemble la fermeture que nous sommes en train de vivre et de subir. Ça n'empêche de dire que c'est très triste quand on ferme les portes 6h30, 7h, même si on a passé la journée en faisant des choses magnifiques et que le public n'est pas là. La grande peur, c'est à quand le retour du public. Mais vous habillez un moment de notre vie qui est extrêmement important, avec des choses intelligentes, avec des choses qui ouvrent vers un autre monde possible qui nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train parce que parfois j'entends dire « Ah, luttons pour un autre monde possible ». Non. Nous sommes en train de vivre un autre monde possible. Nous avons commencé, bien sûr. Absolument. L'autre monde. Nous ne sommes pas majoritaires, mais d'un pis. Parfois, Nous sommes des résistants. Parfois, quand ils sont majoritaires, oui, Nous aussi. sommes des résistants. Parfois, quand ils sont majoritaires, c'est une catastrophe qu'ils amènent. Hein, Oui. Merci. Merci à vous. Merci Louis. Merci. Merci beaucoup Laurent. Et merci Alain. Et on va passer à la deuxième phase de l'aventure avec Judith Judith Magre et Benoît Marchand. et Benoît Marchand.